Salam alaikum Zulfillaoun, bonjour. Vous m'avez manqué les amis, et j'espère que moi aussi je vous ai manqué. Sinon, je retourne d'Ardar, en Tunisie. Mon cœur est comme ça, ou plutôt comme ça, gonflé à bloc. Non pas de ces sentiments noirs et glauques, non pas de colère et de haine, non, bien au contraire, non. C'est d'allégresse que je suis empli, à ras-bord, jusqu'à cette bouche volubile qui vous parle, pour vous transmettre la joie sacrée, celle qui danse et virevolte, qui gonfle de vaillance les bateaux de nos cœurs, qui cinglent vers l'espoir. Quel bonheur indicible que d'imaginer seulement ces proues antiques surgies des plis de l'histoire de Hannibal et d'Hamilcar. Ces proues portées par la houle vive qui se prosternent jusqu'à l'écume des flots, puis se redressent vers les azurs bleus. La joie qui m'habite depuis mon retour de Tunisie, où j'ai passé quelques jours, repose maintenant sur une certitude sereine, comme ces soupirs de soulagement, quand on est enfin rassuré que l'état de ceux que nous aimons et que nous pensions être au plus mal, parce que des esprits chagrins nous avaient inquiétés à dessein pour ne pas laisser notre joie fleurir, s'épanouir, pour nous empêcher de suivre les effluves salutaires du jasmin odoriférant. Tous ces oiseaux de mauvais augure nous avaient menti et continuent de le faire lorsqu'ils nous jurent que les printemps annoncés n'étaient que des hivers de tourmente et de boue sanglante. Ils ont centuplé pour nous induire dans le doute les images d'horreur de Syrie et de Libye. Et sur la Tunisie, contrairement à leurs espoirs 1000 fois déçus, de voir ce pays plonger lui aussi dans l'horreur et la dévastation pour enfin pouvoir exorciser de nos attentes toute espérance en la volonté des peuples de se libérer et pour nous dissuader définitivement de prendre nous aussi ce chemin fleuri de jasmin, ils se sont focalisés sur ce vaillant petit pays. Ils lui ont envoyé leurs djihadistes de service, corrompu certains de ses politicards, tenté de soudoyer ses généraux. Ils nous ont même dit et redit que le peuple tunisien regrette l'ère bénie de Ben Ali et des Trabelsi. Ils ont fait tenter plus pour dévoyer la révolution tranquille, la révolution de Jasmin, de son cours paisible, pour jeter toute la société dans les incertitudes des lendemains, comme cela a été perpétré en 1991 en Algérie. Mais, le peuple tunisien a été à la hauteur de son destin. Si aujourd'hui, même les islamistes reconnaissent l'œuvre immense de Habib Bourguiba, c'est que cet homme a su que les nations se fondent en l'homme, en ses valeurs civiques, en sa conscience politique, et non dans ses puits de pétrole. Si les laïcs reconnaissent aujourd'hui la sagesse et la pondération d'Ennahda, c'est parce que celle-ci, bien qu'élue par le peuple, a su choisir la voie de la raison à sa propre légitimité. Si même d'anciens collaborateurs de Ben Ali sont aujourd'hui en lice pour des élections présidentielles et législatives, c'est parce qu'ils ont compris que c'est de la volonté populaire et non de la contre-révolution que viendra le salut et la rédemption. La Tunisie marche à pas sûrs et mesurés vers le premier système réellement démocratique du monde dit arabe. Une effervescence sans précédent a lieu en ce moment même autour des prochaines élections présidentielles et législatives. Les Tunisiens se sentent réellement concernés et il y a fort à parier que le taux de participation sera très important, peut-être même historique, contrairement à ce qui s'est passé durant toutes les dernières élections en Algérie, des années durant. Le destin de la Tunisie est devenu la préoccupation de tous les Tunisiens. C'est un peuple en marche, encadré par des politiciens de haute tenue, protégé par une armée réellement
républicaine qui a résolument refusé de se laisser entraîner dans une aventure putschiste, malgré les appels du pied de certains autres putschistes. Suivez mon regard. Pendant mes 10 journées de vacances dans cette chère Tunisie, j'ai essayé de parler à de nombreux Tunisiens, de tous les milieux sociaux, pour essayer d'en savoir le plus possible. J'ai été proprement sidéré par le niveau et la conscience politique des citoyens tunisiens, par leur vision, par leur amour pour leur pays, par leur civisme. Chab Mabsout. Certes, beaucoup de choses se sont dégradées depuis la chute de Ben Ali en matière de civisme et d'entretien du mobilier urbain, parce que les contre-révolutionnaires voulaient faire regretter l'ancien régime aux Tunisiens en laissant se dégrader leurs conditions de vie, en allant jusqu'à faire évader des milliers de détenus de droit commun, jusqu'à encourager des pratiques antisociales. Mais ils ont échoué sur toute la ligne. Même si pendant plusieurs mois les grèves sauvages ont succédé à l'anarchie routière, même si les plages ont été livrées à la saleté et à l'incivisme, même si les régions les plus pauvres ont explosé de colère trop longtemps contenue. Mais tant va la cruche à l'eau qu'elle finit par se casser. Le travail de sape de la réaction et le terrorisme télécommandé par ceux qui ont peur de l'exemple tunisien ont fini par être éventés par tout le monde. Aujourd'hui, la Tunisie est en train d'entrer dans l'histoire par la grande porte. Bientôt, très bientôt, la Tunisie sera la fierté de tous les Maghrébins. Elle sera aussi, sans doute, un exemple à suivre pour nos peuples, ce qui ne sera pas pour plaire à certaines mafiocraties. Mais le train de l'histoire est parti et il ne s'arrêtera qu'en gare. Aujourd'hui, le monde en Tunisie des figures du régime de Ben Ali de retour 3 ans après la Révolution. Ensuite, Jeune Afrique, la Tunisie face à la menace terroriste à l'approche des élections. Et enfin, la presse de Tunisie, entretien avec Mostafa Ben Jafar, candidat à l'élection présidentielle. Nous avons toujours été pour une société citoyenne, a-t-il dit. Avec nous aujourd'hui, pour parler de ces échéances, des caps qui ont été franchis, des écueils qui ont été évités et de l'impressionnante vivacité du peuple tunisien, Maître Samir Abdallah, avocat et ex-ambassadeur de Tunisie à Beyrouth, cofondateur de 2 journaux parmi les premiers journaux indépendants de la Tunisie révolutionnaire. Maître Abdallah, marhaba, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et vraiment ça me fait un grand plaisir de participer à votre chaîne et je tiens surtout à vous exprimer tout mon respect, tout mon estime pour cette introduction qui dénote d'un grand amour pour notre pays, pour votre pays, la Tunisie. C'est nous qui vous remercions, Maître. Avant de vous laisser nous expliquer ce formidable processus démocratique tunisien, j'aimerais vous raconter un événement que j'ai personnellement constaté avant-hier, avant de quitter la Tunisie, et qui m'a fortement impressionné. Un événement quasiment inédit et qui donne la mesure de la mobilisation du peuple tunisien. Voilà l'histoire. C'est l'histoire du mouton de l'Aïd. Oui. Oui. Vous savez que cette année, les prix du Allouche, comme on dit en Tunisie, ont atteint des seuils absolument faramineux. Et donc, des Tunisiens sont allés voir des associations caritatives de tout genre, sont allés voir le Mufti pour lui demander de décréter une fatwa pour déroger, disons, au sacrifice de cette année, parce que pour être en solidarité avec les plus pauvres. Or, le Mufti a dit non, moi je ne peux pas, ça c'est une question personnelle, c'est un farz, celui qui peut qu'il le fasse, celui qui ne peut pas, mais je ne peux rien dire en la matière. Alors, ces associations, cette société civile, a lancé un mot d'ordre aux gens pour leur demander de ne pas sacrifier au mouton de l'Aïd cette année par solidarité
aux peuples, aux plus pauvres. Et avant de quitter la Tunisie, avant-hier, j'ai été voir 5 souks de moutons. Là où on vend habituellement le mouton de l'Aïd. J'ai été sidéré. Il n'y avait que les vendeurs et leurs moutons. Le mot d'ordre a été massivement suivi. Et là, je me suis dit, je sais qu'il y a des gens qui sont contre parce que pour des questions religieuses, mais moi je me suis dit, si un peuple est capable de suivre un tel mot d'ordre, de se mobiliser, personne, c'est de là d'où vient tout mon enthousiasme que je viens d'exprimer, personne ne pourra empêcher ce peuple d'aller jusqu'au bout de son destin. Je vous en prie, maître, essayez donc de nous expliquer cette merveilleuse... Je suis parfaitement d'accord avec votre constat, cher ami. Ça dénote de la vivacité, du dynamisme de la société civile tunisienne. C'est un cas presque à part dans le monde arabo-musulman. Nous avons une société civile, donc, comme je l'ai dit, dynamique. Pour rappeler l'histoire, la révolte du 14 janvier 2011 a été guidée notamment par la société civile, les syndicats de l'UGTT. Ça n'a pas été guidé par aucun parti politique. Donc, concernant le mouton de l'Aïd, c'est une initiative citoyenne libre, spontanée. Les réseaux sociaux, Facebook notamment, à titre d'exemple, à Facebook, il y a près de 5 millions de Tunisiens qui sont inscrits sur Facebook, donc la moitié presque de la population tunisienne, de 10 millions et quelques. C'est une initiative citoyenne. Le facteur économique, comme vous l'aviez dit, a joué beaucoup dans ce mouvement de boycottage de l'Aïd. Le mouton moyen coûte 750 dinars tunisiens, plus que $500, donc ça dépasse la bourse, ça dépasse les moyens des couches moyennes. Et cette initiative, à vrai dire, n'avait pas besoin de fatwa, parce que le Tunisien a appris depuis le 14 janvier 2011 à être maître de son destin. Il n'a besoin de visa de quiconque. Et c'est un bel exemple, vraiment. Je suis très, très content de cette prise de conscience collective au niveau de la société tunisienne. Mais le plus étonnant, c'est que c'est cette solidarité des gens qui ont les moyens d'aller acheter ce mouton et qui ne l'ont pas fait, alors que c'est des gens pratiquants, hein, c'est des gens qui font la prière, qui observent, ils ne l'ont pas fait. Notre islam à la tunisienne, notre islam n'est pas dogmatique, c'est le premier pays musulman qui a aboli la polygamie depuis l'indépendance, depuis 56, un code de statut personnel unique dans le monde musulman, dans le monde arabe. Nous avons une perception de l'islam très avancée qui dépasse les clichés, qui dépasse le dogme, qui fait adapter la religion musulmane aux exigences des temps modernes. C'est notre islam à nous. Nous sommes fiers de l'être, nous sommes musulmans depuis 14 siècles, mais il y a un islam tunisien de Cheikh Tahar Ben Achour, de Cheikh Fadel Ben Achour, des grands réformateurs de l'histoire de la religion musulmane. De la zitouna. Oui, de la zitouna aussi. Donc, c'est ce qui explique ce qu'on appelle l'exception tunisienne. Nous avons un islam très ouvert. Avant, nous recevions 8 millions de touristes, c'est-à-dire l'équivalent de 80% de la population tunisienne. Le Tunisien est accueillant, il aime l'étranger, il est ouvert, il croit aux valeurs universelles de liberté, de modernité, de progrès, c'est ça. Moi, j'ai vu à Sousse se côtoyer, à s'asseoir les unes près des autres dans des mêmes cafés, dans de mêmes terrasses de café, des femmes en hijab, d'autres habillées à l'occidental, de façon très naturelle, sans qu'il y ait de regard malveillant d'un côté ou de l'autre. C'est une vraie cohabitation. Exactement, parce que la Tunisie a toujours vécu dans la diversité. Nous sommes carthaginois,
nous sommes phéniciens, nous sommes romains, nous sommes les héritiers de l'Empire ottoman, nous sommes arabes, nous sommes musulmans, nous sommes méditerranéens, nous sommes africains. La Tunisie a été toujours le carrefour de civilisations diverses. C'est ce qui fait la richesse de la personnalité tunisienne. On dit la personnalité tunisienne, avant de la qualifier d'arabo-musulmane, nous sommes tunisiens d'abord, arabes ensuite, musulmans ensuite, méditerranéens ensuite, mais il y a une personnalité tunisienne qui est la synthèse de toutes les civilisations qui sont passées et qui ont laissé leurs empreintes sur ce pays-là. Je suis au regret de vous dire que vous avez oublié une dimension qui nous tient beaucoup à cœur, nous, aux autres, les Algériens, Marocains, qui est moins présente en Tunisie pour des raisons historiques connues, qui est la dimension berbère, Jugurtha, Massinissa, exactement. La Numidie. C'est la première identité du pays, parce que la Tunisie était au départ berbère, et nous sommes fiers de cette dimension culturelle, et de cette dimension civilisationnelle. Voilà. La Tunisie... Vous avez raison. Oui. Je crois, moi, à la diversité culturelle. La Tunisie était au cœur de la Numidie, qui était l'identité matricielle des Nord-Africains. Mais ceci étant dit, maître, ce qui m'a beaucoup étonné personnellement, c'est que, je vais vous donner, par exemple, l'exemple algérien. Chez nous, le problème s'est envenimé après 91, après l'interruption du processus électoral par des généraux putschistes qui se sont présentés comme des sauveurs de la République, mais qui sont avérés des coquins, des voleurs riches à milliards. Aujourd'hui, on peut le constater. C'est-à-dire, quand on le disait avant, les gens disaient non, vous vous trompez. Mais avec du recul, maintenant, on voit que c'est des milliardaires en dollars, donc c'était des voleurs. Le problème, c'est que en 91 et à partir de 91, ce sont les extrémistes, ce furent les extrémistes qui prirent en main, j'allais dire, la marche des événements. Or, en Tunisie, c'est tout à fait l'inverse. Ça veut dire les extrémistes islamistes, salafistes, djihadistes et les extrémistes, j'allais dire, éradicateurs qui ne veulent pas entendre parler d'islam du tout. C'est plus que des laïcs, c'est plus que ça, bien plus que ça. C'est, j'allais dire, des islamophobes. N'ont pas eu prise réelle sur le déroulement des événements qui ont avancé. Et aujourd'hui, nous sommes à la veille de 2 élections magistrales qui vont décider de l'avenir du pays. Comment expliquez-vous donc cette absence de vraie influence des extrêmes dans la vie politique tunisienne? La réponse est simple. La Tunisie a été toujours historiquement au centre. Donc, c'est l'intitulé le plus important qui résume son histoire, c'est la modération. Donc, c'est un petit pays géographiquement, mais c'est une grande nation au niveau de la civilisation et de l'histoire. Le proverbe dit tout ce qui est excessif est futile, et la Tunisie a toujours combattu les excès, et c'est grâce principalement à l'œuvre du grand Zaïm Bourguiba, donc qui a misé sur l'enseignement, qui lui a consacré le tiers du budget de l'État, alors que les autres pays arabes consacraient l'essentiel de leur budget à l'armement. Donc c'était une vision, c'était un leader visionnaire qui a vu loin. La libération de la femme a introduit ce sens de la modération, cette femme omniprésente au niveau de la société civile, au niveau du paysage politique tunisien. Nous avons, par exemple, je suis avocat, pratiquement la moitié de la profession est féminine. Au niveau du tribunal, nous avons des juridictions entièrement féminines, alors que ailleurs on considère que la femme n'est pas apte à être juge. On dit donc elle est mineure au niveau de l'esprit et au
au niveau de la religion. Donc c'est l'héritage, c'est tout un héritage de Bourguiba qui a fait de la Tunisie une force centriste qui combat, comme je l'ai dit, les excès. Et nous avons des extrêmes à gauche et à droite, mais ce sont des extrêmes pratiquement insignifiants. Ils n'ont pas vraiment d'impact sur le réel. Vous me faites penser donc cette modernité qui s'harmonise d'une façon absolument merveilleuse avec la tradition, parce que partout où j'ai été en Tunisie, et je précise que je connais bien la Tunisie depuis des années, mais que je découvre chaque fois avec plaisir, partout où j'ai été, les traditions sont très vivaces, l'habit traditionnel, les médinas. Je vais vous donner un exemple. Chez nous, par exemple, vous prenez la Casbah d'Alger, qui est un haut lieu du patrimoine nord-africain, un très haut lieu, depuis le Moyen-Âge, le haut Moyen-Âge. Elle est en ruine, alors que l'Algérie engrange des centaines de milliards de dollars. Ils n'ont pas pensé à la restaurer. Alors qu'en Tunisie, qui n'a pas de ressources naturelles, toutes les médinas où j'ai été sont admirablement conservées. Partout, les métiers, les métiers d'artisanat sont encore transmis de père en fils ou de maître à disciple. Les gens parlent comme ils chantent. Nous, aujourd'hui, par exemple, la derja de chez nous, on parle, on dit traverse à l'autoroute, krasat automobile. Les Tunisiens, ils disent ça veut dire, c'est incroyable. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse m'expliquer d'où les Tunisiens ont tiré cette force, cette capacité à savoir allier la modernité. C'est peut-être des pays maghrébins les plus modernes, je ne dis pas les plus occidentalisés, les plus modernes, et dans la tradition, avec les Marocains, ils sont aussi ceux qui ont le plus conservé leur tradition. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu cette harmonie dans l'identité, en fait? C'est l'équation difficile que d'autres pays ont échoué à résoudre, cette équation qui consiste à joindre la modernité à ce qu'on appelle l'authenticité, les racines arabo-musulmanes, etc. C'est le génie de Bourguiba, comme je vous l'ai dit, parce que Bourguiba pratiquement était quasi laïque, tout en étant pratiquant, tout en assistant aux prières de vendredi, tout en observant le jeûne de Ramadan, etc. Mais sa vision politique globale, sa perception de la vie, elle est moderne, parce que il a fait ses études en France, à Paris. C'était un grand avocat, donc il a vu juste, alors que le monde arabe se tournait vers l'Union soviétique, la Tunisie était pro-occidentale, c'est-à-dire n'est pas l'allié, mais pro-occidentale. Elle a épousé la perception de la vie occidentale, et comme vous l'avez bien remarqué lors de votre visite récente en Tunisie, sur les terrasses de café, de restaurants, on coexiste ensemble, les femmes qui portent le hijab, le foulard, ou les filles ou les femmes en mini-jupe. C'est cette coexistence qui est née en nous. Et concernant les médinas et la préservation de notre patrimoine, c'est la société civile qui dicte ça, parce que partout, je suis originaire de Kérouan, la première ville de l'islam en Afrique, la ville de la mosquée Oqba ibn Nafa. C'est une ville musée qui est bien réservée, c'est une grande destination touristique à côté de Hammamet et de Gerba. Il y a partout dans les villes ce qu'on appelle les associations de sauvegarde de la Médina. C'est du mécénat qui est financé par les organismes financiers, par les banques, et qui tendent qui ont pour souci la sauvegarde, la préservation de notre patrimoine, parce que sans ce patrimoine, il n'y a pas de présent, il n'y a pas d'avenir.
Avant de vous poser la dernière question, une question très importante, j'aimerais vous raconter juste un petit quelque chose que j'ai remarqué. Il y a 4 jours, il a beaucoup plu à Sousse. D'un coup, il y a eu une averse. Et moi, j'étais en ville et j'ai vu sortir de toutes les maisons des femmes avec des balais en train de balayer devant leur porte. Et c'était une ruche vivante de femmes en train de nettoyer, tac, tac, et puis elles sont rentrées chez elles. Et après la pluie, la ville, les trottoirs étaient devenus encore plus propres. Il n'y avait pas de boue, c'était magnifique. Je suis resté sans voix. Mais Oui. je voudrais vous poser une dernière question. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous aurez donc moins de 2 minutes pour y répondre, malheureusement. Ok. Comment expliquez-vous cette attitude très noble, très républicaine de l'armée tunisienne? L'armée tunisienne a été toujours, comme vous l'avez bien souligné dans votre introduction, l'armée tunisienne, c'est une institution républicaine et apolitique. Donc c'est pratiquement l'une des rares armées du monde arabe à ne pas commis une tentative de putsch, à l'exception d'une tentative qui a échoué dans les premières années de l'indépendance. Donc Bourguiba a toujours dit, c'est sa philosophie concernant l'armée, sa place est dans les casernes et non au pouvoir. Et pratiquement aucun ministre n'a été nommé depuis l'indépendance issu de l'armée, à l'exception notoire de l'ancien président Ben Ali, qui était un général de l'armée, mais Bourguiba s'est toujours méfié des généraux. Pratiquement aucun ministre, comme je l'ai dit, n'a été issu de l'armée. C'est une armée républicaine, c'est une armée patriote et nationaliste. Et lors de la révolte du 14 janvier 2011, alors que le pouvoir était à portée de sa main, le général Rachid Ammar, donc le chef d'état-major à l'époque, a refusé d'aller au palais de Carthage et a préféré mettre en application les dispositions de la Constitution en cas de vacance du pouvoir. Et c'était l'ancien ministre et l'ancien chef du Parlement qui ont pris donc le relais après le président Ben Ali. C'est la fierté de notre pays. L'armée donc veille sur la sécurité nationale, sur la protection de nos frontières, sur le combat contre le terrorisme. Maître Semir, oui. Nous avons malheureusement atteint la fin de l'émission. Merci beaucoup. Nous avons eu beaucoup de plaisir de vous recevoir et nous ne manquerons pas de vous inviter de nouveau si vous voulez bien accepter notre invitation, bien sûr. Tariq Salama, Tunis. Merci d'avoir été avec nous. À demain, j'espère. Salam alaikum, Azul.